Il y a 85 ans, la Grande-Bretagne faisait face à la menace de la Luftwaffe allemande, et bien qu'elle paraisse isolée, ce n'était pas totalement exact. Pat Hughes était l'un des pilotes non britanniques de la Royal Air Force qui aidait à défendre le ciel britannique. Il avait en fait rejoint la Royal Air Force avant la guerre et au plus fort de la bataille d'Angleterre. Son unité avait été transférée de Cornouailles, où elle avait commencé le conflit, pour défendre les champs du sud-est de l'Angleterre. Aux commandes du Spitfire X4009, il accumulait les victoires. Dans des endroits qui me sont si familiers et proches, je peux me rendre à beaucoup d'entre eux en moins de 15 minutes en voiture. Un jour, il aurait percuté un Dornier 17 et, après s'être éjecté de son avion en détresse, son parachute n'a pas fonctionné. Hughes a été retrouvé et inhumé, et son Spitfire a également été enterré là où il s'est écrasé. Au XXIe siècle, le X4009 a été retrouvé et est en reconstruction dans l'espoir qu'il puisse revoler un jour. À présent, une autre bataille impliquant l'Australie. Depuis l'attaque de Pearl Harbor, la marine impériale japonaise était sur une lancée, facilitant l'avancée japonaise dans tout le sud-ouest du Pacifique, avec un grand succès. Il y avait eu quelques petits revers ici et là. Des engagements de destroyers alliés ont prouvé que les Japonais ne détenaient pas l'exclusivité des actions nocturnes. Les raids des porte-avions américains ont prouvé que la flotte du Pacifique États-Unis n'était pas neutralisée après l'attaque du 7 décembre. Il y avait aussi quelques navires de guerre endommagés ou perdus pour différentes raisons. Mais dans l'ensemble, le bilan était largement en faveur de la marine impériale japonaise. Beaucoup plus de navires alliés, tant marchands que militaires, reposaient désormais au fond de l'océan ou fuyaient rapidement vers une nouvelle position de repli. La flotte de bataille américaine mettrait des années à se rétablir. L'escadre asiatique n'existait plus. La flotte néerlandaise protégeant les champs pétrolifères des Indes orientales a été détruite. La station britannique de Chine avait soit été anéantie, soit forcée de battre en retraite. Le bastion de Singapour avait été pris, la flotte de l'Est avait été contrainte de se replier de l'autre côté de l'océan Indien. Le commandement American British Dutch Australian, rapidement formé, fut balayé, la plupart de sa flotte ayant été coulée ou gravement endommagée. Mais à l'approche d'avril 1942, la liste des endroits que les plans japonais d'avant-guerre prévoyaient d'occuper se réduisait de plus en plus. Jour après jour, ils atteignaient presque les limites de leur périmètre de défense du Pacifique et pouvaient désormais s'installer et fortifier leur position pour repousser toute contre-attaque. Certes, il y avait d'importantes campagnes terrestres en cours en Chine et en Birmanie, mais celles-ci ne concernaient pas la marine impériale japonaise. Dans une perspective plus large, elles étaient peu liées au cordon défensif maritime conçu pour empêcher toute contre-attaque ennemie, surtout américaine, en mer. Ainsi, l'attention s'est portée sur la sécurisation des frontières extérieures de ce cordon. Quelques îles ici et là qui n'avaient pas encore vu flotter la bannière du soleil levant, ainsi que le contournement de quelques poches de résistance ennemie. Un grand sujet de débat, cependant, était de savoir quoi faire de l'Australie. Certains officiers japonais préconisaient de lancer une invasion de la côte nord du petit continent. Fait intéressant, cette proposition venait surtout de la marine, qui pensait que les Alliés utiliseraient l'Australie comme base pour une contre-offensive. Ils proposaient d'arriver les premiers et d'envahir la côte nord de l'Australie en occupant tout ce qui avait de la valeur. En gros, d'Exmouth, dans le coin nord-ouest, tout autour, jusqu'à la merveilleusement nommée île magnétique sur la côte nord-est. L'emplacement précis du début et de la fin, ainsi que la ligne de contrôle proposée par les Japonais, variait au fil des discussions. Plus tard, cette proposition a été étendue pour inclure également l'occupation de l'ensemble de la côte Est, en particulier Brisbane et Sydney, car ces villes disposaient de ports beaucoup plus grands, d'installations de construction navale et de populations bien plus importantes que tout ce qui se trouvait sur la côte nord de l'Australie. Et par conséquent, elles seraient naturellement non seulement d'une grande utilité pour la marine impériale japonaise, mais aussi, si elles étaient laissées intactes, elles constitueraient les points d'entrée et de base les plus probables pour une contre-offensive alliée, en particulier venant d'Amérique. Mais l'armée impériale japonaise a rejeté ces idées. Et pour une fois, ce n'était pas seulement parce que c'était la marine impériale japonaise qui les proposait. Ils ont souligné que les estimations de la marine sur le nombre de troupes nécessaires, moins de 50 000, étaient largement sous-évaluées. Et à la place, ils estimaient qu'il leur faudrait des centaines de milliers de soldats au minimum, peut-être même plus que ce qui avait été engagé. L'ensemble de l'effort d'expansion maritime jusqu'à présent. Ils s'attendaient à de lourdes pertes en combattant les habitants locaux, et cela avant même que l'armée australienne ne soit impliquée. À la place, il a été décidé de ressortir et de mettre à jour l'un des nombreux plans qui avaient été élaborés avant la guerre. Cela s'appelait Opération MO,
celle-ci devait être divisée en 4 forces opérationnelles distinctes. D'abord, une petite force de 4 destroyers et 2 navires auxiliaires. En tant qu'escorte, ils prendraient l'île de Tulagi. Ensuite, en théorie, ils poursuivraient vers Nauru et les îles Océanes si l'opération Mo réussissait. En attendant, ils construiraient une base d'hydravions sur Tulagi, ayant apporté un ravitailleur avec eux. Deuxièmement, la force d'invasion principale viserait Port Moresby, capitale de Nouvelle-Guinée, évitant ainsi une longue campagne terrestre par l'armée impériale japonaise qui serait autrement nécessaire pour l'atteindre. Comme la ville se trouvait sur le côté sud-est de la vaste île, alors que l'armée japonaise progressait encore lentement sur le côté nord de cette même île, elle serait escortée par 6 vieux destroyers, le croiseur léger Yubari et divers navires auxiliaires. Troisièmement, pour soutenir la force de débarquement, une escorte lourde comprendrait le porte-avions léger Shoho, 4 anciens croiseurs lourds, 2 anciens croiseurs légers et le destroyer Sazanabe. Quatrièmement, une force de soutien lourde devait contrer une éventuelle attaque aérienne massive des Alliés ou une intervention du porte-avions USS Yorktown, suspecté par les Japonais d'être dans la région. Cette force incluait les porte-avions Shokaku et Zuikaku, car cela suffisait contre un porte-avions américain, le reste du Kido-Butai étant occupé ailleurs, en route vers le Japon pour réparation après le raid dans l'océan Indien, ou, pour le Kaga, encore en réparation après un échouement. Leur escorte comprendrait 2 croiseurs lourds, 6 destroyers et divers navires auxiliaires. Également en alerte, la 25e flotte aérienne avec près de 150 avions répartis à peu près également entre chasseurs et bombardiers. Dans l'ensemble, c'était un plan plutôt solide, basé sur ce que l'on savait de la force alliée dans cette région. Cependant, le contre-espionnage allié était déjà en train d'invalider ces informations. Des codes navals japonais majeurs avaient déjà été déchiffrés et les décrypteurs américains et britanniques ont réussi à décoder des messages sur le déplacement de forces importantes dans la zone de la 4e flotte japonaise. Sous le commandement du vice-amiral Inoue, les Britanniques ont estimé que Port Moresby était la cible probable de ces opérations. Les 2 groupes de décrypteurs ont transmis toutes leurs informations à l'amiral Nimitz, qui a réuni tous les messages pour clarifier la situation et valider cette analyse. Mais il a remarqué une occasion en or. De nombreuses forces de la marine japonaise furent détournées par le raid Doolittle récemment mené. Cela a permis une courte fenêtre pendant laquelle les forces japonaises ne disposeraient que de 2 porte-avions de flotte et d'un porte-avions léger dans la région. Mais s'ils pouvaient se déplacer assez rapidement, la marine américaine pourrait contrer l'avancée japonaise avec toute la force disponible des porte-avions de la flotte du Pacifique. Le grand ex-croiseur de bataille Lexington et les 3 porte-avions de la classe Yorktown. De cette liste potentielle de bataille, les Japonais avaient raison de penser que le Yorktown était déjà dans la région en tant que pièce maîtresse de la Task Force Dix-7 sous le commandement de l'amiral Fletcher, la Task Force 11 étant centrée sur l'USS. Le Lexington était plus à l'est, mais pouvait rejoindre Fletcher rapidement. La Task Force 16, commandée par l'amiral Halsey, venait d'arriver à Pearl Harbor après le raid Doolittle. Ils devaient être vite ravitaillés et envoyés au sud-ouest rejoindre les autres. Les ordres ont été donnés le 29 avril et les 4 porte-avions avec leurs escortes ont rejoint leur point de rendez-vous. Les forces japonaises avaient aussi pris la mer fin avril. Début mai, 4 grands sous-marins ont été chargés de surveiller l'entrée des forces américaines dans la mer de Corail depuis le sud-est. Mais le Yorktown et le Lexington avaient déjà dépassé cette ligne de patrouille au moment où ils sont arrivés sur place. Les Task Force Dix-7 et 11 ont profité des premiers jours de mai pour se ravitailler et rejoindre une force alliée composée d'unités de surface américaines et australiennes. Fletcher disposerait de 2 porte-avions, 7 croiseurs lourds, un croiseur léger, 13 destroyers et 2 pétroliers, un par groupe aéronaval. Il détacherait les 2 pétroliers, chacun escorté d'un destroyer, loin des principales formations de combat. Le Neosho partit avec le Sims, le Tipper Canoe avec le Warden. Le premier devait rester dans la zone, suivre la flotte et être prêt à faire le plein si besoin, tandis que le second devait livrer le carburant restant dans ses réservoirs à d'autres navires de guerre alliés qui n'étaient pas directement impliqués dans cette situation et qui étaient ancrés ailleurs. L'Enterprise et le Hornet devaient arriver aux alentours du Dix, mais les événements évoluaient rapidement. Le 3 mai, la force d'invasion de Tulagi est arrivée et a débarqué ses troupes.
Fletcher avait l'intention de conserver l'effet de surprise en maintenant un silence radio strict. Mais cela signifiait aussi qu'il ignorait que la force opérationnelle du Lexington avait terminé son ravitaillement plus tôt que prévu. Il est donc parti seulement avec le Yorktown et ses escorteurs pour frapper la force japonaise à Tulagi avant qu'ils ne puissent terminer leur base d'hydravions. Cette attaque a eu un succès modéré, coulant 3 dragueurs de mine et endommageant mortellement le destroyer Kikuzuki, bien qu'il ait été échoué pour éviter son naufrage. Il lui faudrait du temps avant de recevoir le message, quitter le sable pour plonger dans les eaux profondes et sombrer. Un nombre comparable de navires ont été endommagés, mais l'opération japonaise, bien que perturbée, n'a pas été stoppée. En échange, Yorktown a perdu 2 Wildcats et un Devastator, tous tombés en panne de carburant au retour, mais les équipages ont survécu. Les destroyers ont secouru les pilotes de chasse, mais pas l'équipage du bombardier torpilleur qui a dérivé jusqu'à Guadalcanal sur leur radeau, et à partir de là, ils ont ensuite réussi à rejoindre les forces alliées. À l'insu de Fletcher, les Shikaku et Zuikaku étaient en réalité à portée de frappe de Tulagi au nord, mais convaincu que la ligne de patrouille des sous-marins intercepterait tout porte-avions américain entrant dans la mer de Corail, l'amiral Takagi envoya ses avions de reconnaissance chercher les forces américaines à l'est des îles Salomon au lieu du sud, manquant ainsi complètement Fletcher. Le Yorktown rejoignit le Lexington au point prévu le 5 et se prépara à agir selon les dernières informations, qui annonçaient des débarquements à Port Moresby le Dix. Cela forcerait Fletcher à agir avant que l'Enterprise et le Hornet ne puissent arriver. Il remplit ses réservoirs auprès du Neosho, prévoyant d'attaquer la force d'invasion japonaise 3 jours avant son débarquement à Port Moresby. Les Japonais, de leur côté, faisaient également le plein de carburant et s'attendaient eux aussi à ce qu'une bataille ait lieu le 7. Le 6, un hydravion japonais repéra le Yorktown. À ce moment, le Shikaku et le Suikaku, se dirigeant vers les forces de débarquement sur des trajectoires différentes de celles des Américains, étaient à environ 300 milles nautiques au nord d'eux des navires. Bien qu'étant techniquement à portée de frappe, les porte-avions japonais étaient encore en train de se ravitailler et la couverture nuageuse était signalée comme basse autour des navires américains. Ne voulant pas risquer une attaque précipitée qui se perdrait probablement ou pourrait même survoler l'ennemi sans le repérer, Takagi ordonna à ses porte-avions de réduire la distance en se dirigeant vers le sud avec l'intention d'attaquer à l'aube le lendemain. À l'ouest, les B-17 de l'États-Unis Army Air Force tentèrent de prouver que Billy Mitchell avait tort en larguant des tonnes de bombes lors d'attaques répétées contre la force d'invasion de Port Moresby, et ils n'ont touché aucune cible. Cependant, ils ont réussi à repérer le porte-avions Shoho à longue distance à l'est de leur cible principale et ont dûment signalé sa présence, ce qui signifiait que Fletcher n'avait aucune idée que les porte-avions de Takagi s'approchèrent de lui par le nord, car il en conclut que soit eux, soit au moins une force de porte-avions japonaise opérait en fait en soutien rapproché de la force d'invasion qui se trouvait bien plus loin au nord-ouest. Il partit donc dans cette direction. Fait intéressant, cela signifiait qu'en soirée, les 2 groupes de porte-avions étaient en réalité assez proches. Si les 2 avaient été dotés de forces d'escorte plus importantes, il est possible que des destroyers en éclaireurs se soient réellement repérés mutuellement. Grâce à des groupes d'escorte resserrés et à la nuit tombante, rien ne se passa, et les porte-avions japonais repartiront vers le nord, leur avancée vers le sud ayant eu une escorte minimale. Ils ne voulaient pas risquer de croiser les forces américaines sans protection contre une attaque d'artillerie nocturne. Cela a conduit, tôt le lendemain matin, à une situation où les 3 forces formaient un triangle grossier pointant vers le sud avec la force d'invasion de Port Moresby. En haut à gauche, les porte-avions de Takagi en haut à droite, les forces de Fletcher en bas, les navires américains avançant vers l'ouest-nord-ouest devant les 2 autres groupes. Alors que les porte-avions japonais faisaient demi-tour vers le sud, ils se dirigeaient sans le savoir directement à l'est des navires américains. Fletcher pensait être juste au sud des porte-avions japonais, tandis que Takagi croyait se trouver juste au nord des Américains, ce qui étaient en fait les positions qu'ils occupaient tous les 2 la veille. Fletcher envoya donc les croiseurs Chicago, Australie, Hobart et les destroyers. Perkins et Walk bloquaient toute tentative de contournement de la pointe orientale de la Nouvelle-Guinée par la formation d'invasion pendant qu'ils géraient les porte-avions. À l'aube, les 2 camps lancèrent des avions de reconnaissance.
Dix Dauntless de Yorktown et une douzaine de B-5 Kate de la formation japonaise. De plus, des hydravions, avions amphibies et bombardiers des bases japonaises voisines furent dépêchés pour renforcer la recherche et rejoindre la force d'invasion. Des croiseurs escortant le Shoho ont envoyé leurs éclaireurs. À 07h22, le premier repérage a eu lieu. Un éclaireur du Shikaku a repéré un porte-avions américain, un croiseur et 2 destroyers presque plein sud. Ils étaient exactement là où ils s'y attendaient. Un autre avion a confirmé avoir vu la même chose et l'amiral Takagi a alors ordonné une attaque immédiate. En 15 minutes, 36 bombardiers en piqué, 24 torpilleurs et 18 zéros sont partis. Alors que la force partait et que la vague suivante était réarmée, d'autres rapports arrivaient. D'autres porte-avions avaient été repérés à l'ouest, cette fois par des avions d'une autre origine. Takagi fut brièvement déconcerté, ayant plusieurs rapports signalant un porte-avions au sud de sa position. Mais il était trop tard pour rediriger la force de frappe vers les nouveaux contacts, trop éloignés. Il savait de toute façon que les porte-avions américains opéraient en formations séparées. Il en a donc déduit que ces formations s'étaient peut-être séparées ou tentèrent de se regrouper et qu'elles n'avaient jamais été réunies au départ. Il a fait virer ses navires vers les nouveaux contacts tout en ordonnant à la force de frappe de continuer. Alors que le dernier avion de la première attaque japonaise quittait le pont du Shikaku, de l'autre côté, dans la formation américaine, un de ses éclaireurs signalait 2 porte-avions et 4 croiseurs lourds au nord-ouest. Fletcher, comme Takagi, conclut qu'il s'agissait de son homologue et ordonna le lancement de tous les avions prêts. À ce stade, les États-Unis ne croyaient pas au groupe d'attaque composé de petites unités lancées depuis différents porte-avions. Ils faisaient décoller tous les avions disponibles d'un navire au lieu de les regrouper en petits groupes. Il faudrait un peu plus de temps pour faire décoller les avions américains, mais finalement 53 Dauntless, 22 Devastator et 18 Wildcat seraient en route. Alors que les porte-avions américains lançaient encore leurs avions, les appareils japonais atteignirent leur cible. À 9h15, la force de frappe signala avoir vu un pétrolier et un destroyer. Et il s'agissait bien sûr du Neosho et du Sims. Mais ils n'ont pas vu le porte-avions promis. Ils pensaient que voir le pétrolier pouvait signifier la présence d'un porte-avions à proximité. Ils ont décidé de commencer à le chercher en revenant vers la formation américaine. Il était juste après 10h15 et l'avion de reconnaissance était revenu quelques minutes après le décollage du dernier avion d'attaque. Le pilote de reconnaissance avait mal codé son message, entraînant une forte surestimation de la force ennemie. Mais presque au même moment, des B-17 ont signalé 37 navires, dont un porte-avions à environ 30 milles nautiques au sud de l'endroit indiqué par le pilote de reconnaissance. Il avait repéré l'ennemi 2 heures plus tôt, pensant que cela confirmait la présence d'une formation de porte-avions ennemis et était donc sûr de la direction. Fletcher a ordonné à ses forces d'attaque de continuer en utilisant les nouvelles coordonnées de la cible. Parcourir 30 milles nautiques en 2 heures, soit environ 15 nœuds, n'était pas invraisemblable pour une force d'invasion. À l'approche de 11 heures, les pilotes japonais en orbite près de Neosho et Sims ont finalement réalisé leur erreur d'identification. Takagi, en suivant la trajectoire des navires américains, comprit que les porte-avions américains, s'ils étaient là, se trouvaient désormais entre lui et les forces d'invasion. Il demanda alors aux Kate et Zeros d'économiser leurs munitions et de regagner leurs porte-avions, pendant que les bombardiers en piqué s'occuperaient des cibles qu'ils avaient trouvées. Ainsi, à 11h15, les 36 bombardiers en piqué commencèrent leur attaque à sens unique. La pauvre vieille Sims fut touchée par 3 des 4 bombes qui lui étaient destinées, se brisa en 2 et disparut en quelques instants, emportant presque tout son équipage avec elle, à peine plus d'une douzaine restant dans l'eau. Une fois la fumée dissipée, la Neosho, en revanche, flottait toujours. Elle avait été touchée par au moins 7 bombes. Mais sa grande taille, combinée au fait qu'elle était presque vide de carburant, signifiait que, bien qu'elle coulait lentement, elle avait suffisamment de flottabilité pour rester à la surface encore un certain temps. Elle était en feu en partie car elle avait abattu un des bombardiers en piqué qui s'était ensuite écrasé sur elle. Environ la moitié de l'équipage pensait que cela signifiait qu'elle allait couler et avait abandonné le navire. La plupart ne seraient jamais revus, tandis que les autres, y compris les survivants du Sims, faisaient de leur mieux pour sauver le navire, ou au moins retarder son destin inévitable le plus longtemps possible. Pendant ce temps,
Les avions d'attaque américains avaient repéré le Shoho, protégé par 6 avions de patrouille aérienne. Sans surprise, le porte-avions léger a subi un assaut brutal, recevant plus d'une douzaine de bombes et plus d'une demi-douzaine de torpilles. Les deux camps ont perdu un nombre similaire d'avions. 3 chasseurs de patrouille ont été abattus par les Wildcats et 3 Dauntless par la défense contre avions japonaise. Alors que les 4 croiseurs escortant Shoho et les artilleurs du porte-avions tentèrent de la défendre, un pilote du Lexington déclara célèbre « un porte-avions en moins ». Il n'était pas surprenant que le Shoho soit condamné. Ce qui était surprenant, c'est qu'il lui fallut presque 1 heure pour couler après le premier impact, compte tenu de l'ampleur des dégâts qu'elle avait subis. Mais elle a bien coulé, emportant près des 3/4 de son équipage et tous ses avions. Les 3 survivants de la patrouille aérienne de combat étaient les seuls avions encore présents, et sans porte-avions pour atterrir, ils ont dû amérir près de certaines îles occupées et nager jusqu'à la côte. Environ 1 heure après le naufrage du Shoho, un hydravion japonais a signalé la formation de croiseurs détachés qui bloquaient l'avancée du convoi d'invasion. Mais une fois de plus, les éclaireurs se sont trompés, rapportant qu'elle se composait de 2 porte-avions et de leurs escortes. Takagi, à qui on avait également signalé que les avions embarqués américains venaient de couler le Shoho, consulta ses cartes et conclut que cette formation de porte-avions apparente était bien hors de portée de ces avions d'attaque. Il conseilla donc à l'amiral Inoue, qui se trouvait à nouveau à Rabaul, qu'il ne pourrait attaquer cette formation que le lendemain. En fait, il était à portée de la vraie position de Fletcher, sans le savoir. Ainsi, il fut ordonné au convoi d'invasion de remonter temporairement vers le nord pour sa propre sécurité, tandis que ses escorteurs de surface devaient rester au sud du convoi, prêts à intervenir pour une action de surface nocturne. Pour préparer la formation ennemie pour Takagi, près de 3 douzaines de bombardiers chargés d'un mélange de bombes et de torpilles furent envoyés attaquer cet après-midi-là. Peu après l'attaque américaine, les avions regagnaient leur porte-avions pour se réarmer et attaquer le convoi d'invasion. Des rapports sont arrivés de la force de croiseurs, indiquant qu'ils avaient subi une lourde attaque aérienne et qu'ils étaient sans aucun soutien aérien de leur part. Heureusement, les croiseurs et leurs destroyers d'escorte s'en sont sortis avec peu de dégâts, à part quelques éclats dus à des explosions proches. Malgré une escadrille de B-17 qui est arrivée à la fin de l'attaque et a tenté de bombarder également les navires alliés. Ils ont affirmé qu'ils avaient confondu les avions japonais G-3M et G-4M avec des bombardiers américains B-25 ou B-26. Ils ont donc décidé que si d'autres avions alliés attaquaient une cible, les B-17 devaient aussi participer. Heureusement, leur habitude de mitrailler l'océan est restée intacte. En perdant 4 bombardiers abattus par la défense contre avions et un autre écrasé à l'atterrissage, les pilotes japonais ont prétendu avoir coulé une cible majeure. Mais les porte-avions signalés par les éclaireurs, devenus cuirassés selon les avions d'attaque, révélaient, lors de leur approche, bien plus de tourelles de canon qu'un porte-avions classique. Ils ont aussi affirmé qu'un autre cuirassé, et peut-être un croiseur, avait été gravement endommagé, bien que ces déclarations aient été largement exagérées dans leur portée et leur efficacité. Les croiseurs attaqués ont rapporté que cela avait été une affaire serrée. Ils allaient devoir se replier pour échapper à la portée des bombardiers japonais basés à terre. Bien qu'ils aient l'intention de rester suffisamment proches pour pouvoir attaquer le convoi d'invasion s'il apparaissait. Pendant ce temps, Fletcher a conclu d'après les rapports de ses pilotes d'attaque qui s'étaient approchés de Shoho bien plus près que n'importe quel éclaireur, que le porte-avions qu'ils avaient attaqué était à la fois seul et, relativement parlant, de petite taille. Cela signifiait que les porte-avions ennemis étaient encore intacts quelque part. Il a annulé toute attaque contre le convoi d'invasion, se concentrant sur une forte patrouille aérienne au cas où des avions ennemis apparaîtraient. Il a envisagé d'aller les chercher, mais comme il était presque 3 heures, il a décidé que même si les navires ennemis étaient trouvés, il serait bien trop tard dans la journée. Le temps qu'ils lancent une attaque, il serait trop tard, alors les pilotes de bombardiers ont été relevés. Mais il restait un dernier élément à jouer. Un autre avion de reconnaissance japonais a repéré la force de croiseurs se dirigeant vers le sud et a mal estimé leur cap, affirmant qu'ils se dirigeaient en réalité vers le sud-est. Comme les rapports des bombardiers basés à terre semblaient ne pas être parvenus à Takagi ou avaient été ignorés. Il pensait toujours qu'il s'agissait d'une formation de porte-avions, et si la direction était correcte, elle venait droit sur lui. Il a donc tenté sa chance en lançant un peu plus de 2 douzaines de ses meilleurs équipages de bombardiers en piqué et de torpilleurs, espérant obtenir l'effet de surprise en fin de journée.
Les meilleurs équipages ont été choisis car ils devaient revenir et atterrir après le coucher du soleil dans l'obscurité. Ces avions ont été envoyés presque directement vers l'ouest. Juste avant 6 heures du soir, les opérateurs radars des forces de Fletcher ont détecté des contacts entrants. C'étaient les avions d'attaque japonais qui, sans le savoir, se dirigeaient droit vers les porte-avions américains. 11 patrouilles aériennes de combat, les Wildcats, furent rapidement envoyées sans escorte et ils ne s'attendirent pas à rencontrer des avions ennemis à ce stade. Dans leur vol, les bombardiers japonais furent pris par surprise. 7 des Kate et un Val furent abattus et un autre Kate fut gravement endommagé. Cependant, les équipages ont confirmé leur élite en abattant 2 F-4F et en désorientant un autre, au point qu'ils ne pouvaient plus retrouver le chemin du retour, ce qui a entraîné le crash de l'appareil. Le coût est resté élevé, plusieurs officiers supérieurs de l'escadron ayant péri dans la mêlée. Le soleil se couchant alors à 18h30, tout le monde rentrait maintenant prudemment chez soi. Et il y eut un bref moment d'hilarité presque mortel, lorsque certains bombardiers, en piqué japonais ayant largué leurs bombes pour avoir une plus grande autonomie afin de retourner vers leurs porte-avions, aperçurent les porte-avions américains et, dans la lumière déclinante, tentèrent d'atterrir dessus pour n'être dissuadés qu'au dernier moment par des tirs anti-aériens. C'était la première fois que les groupes aériens des porte-avions des deux camps voyaient réellement les porte-avions adverses. Alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, les deux camps firent le point. Les éclaireurs des deux camps n'avaient été d'aucune utilité. Les deux camps attaquèrent les forces ennemies, croyant viser les porte-avions adverses pour réaliser leur erreur. Globalement, les Américains ont coulé un porte-avions léger et retardé l'invasion, perdant 3 Dauntless et 3 Wildcat. Les Japonais avaient privé les Américains de carburant en coulant le Neosho et détruisant le Sims. En plus des G4M et du groupe aérien du Shoho, ils avaient aussi perdu plusieurs de leurs meilleurs équipages lors de cette attaque de dernière minute en soirée. Fletcher se dirigea vers l'ouest pour couper la route du convoi d'invasion et prépara une recherche à 360 degrés le lendemain. Pour les porte-avions ennemis, Takagi se déplaça vers le nord, rétablissant involontairement l'approximation du triangle des forces, mais avec une base beaucoup plus étroite. Cela limiterait l'arc de recherche qu'il aurait à effectuer le lendemain matin, tout en le rapprochant également du convoi d'invasion, permettant un soutien mutuel entre les escorteurs de surface. Des deux côtés, les pilotes épuisés tentèrent de grappiller un peu de sommeil avant que l'appel d'avant l'aube ne les ramène dans le cockpit. Et ainsi, le matin du 8 mai, tout recommença. Des Kates, hydravions H-6K et bombardiers G4M ont cherché les porte-avions américains, tandis que Dix-8 Dauntless traquèrent la marine impériale japonaise. Le mauvais temps s'était déplacé vers le nord. Les nuages bas couvraient désormais les navires japonais, tandis que les navires américains opéraient sous un ciel dégagé. Vers 08h20, les deux camps se sont signalés mutuellement presque au même moment. Les formations étaient séparées d'environ 210 000 nautiques et la course était lancée. Les deux formations de porte-avions se sont tournées l'une vers l'autre à grande vitesse afin de permettre une récupération plus rapide de leurs avions d'attaque. Bien que cela ait involontairement mis les porte-avions japonais à portée des bombardiers torpilleurs Devastator américains. Environ 1 heure plus tard, 3 groupes étaient en vol. La formation combinée japonaise de 18-0, 22 VAL et une force réduite de 18 Kates. Cela s'explique par les pertes de la nuit et par l'absence de plusieurs Kates encore en mission de reconnaissance. Réalisant que la rapidité était vraiment essentielle, les porte-avions américains lancèrent des chargements partiels au lieu de chargements complets, et les deux groupes aériens avancèrent indépendamment l'un de l'autre. Avec 6 Wildcats, 24 Dauntless et 9 dévastateurs décollant du Yorktown, et 9 Wildcats, 15 Dauntless et 12 dévastateurs venant du Lexington. Les bombardiers en piqué Dauntless du Yorktown furent les premiers à atteindre l'ennemi et repérèrent le Shikaku vers 10h30. Comme ils avaient distancé les dévastateurs, ils attendirent hors de portée de la défense contre avions pour attaquer simultanément. Cela diviserait les tirs et, espérons-le, la patrouille de chasse ennemie. Les forces combinées se lancèrent alors à l'attaque juste avant 11 heures, affrontant 16-0 en patrouille de chasse. En échange de 2 Dauntless perdus, les groupes du Yorktown déclarèrent avoir abattu 2-0 et touché Shikaku avec 2 bombes de 450 kg. Malheureusement, toutes les torpilles Mark XIII des Devastators ont soit manqué leur cible, soit mal fonctionné. Presque en même temps, la force de frappe japonaise arriva près des porte-avions américains.
La patrouille de combat américaine comprenait des Wildcats et des Dauntless. Ils pouvaient au moins poursuivre les bombardiers japonais et rester en vol stationnaire bien plus longtemps. Comme les Kate ne descendaient réellement en altitude qu'au moment de lancer leur attaque, ils ont contourné la première ligne de chasseurs de la patrouille de combat aérien qui était descendue en prévision de les intercepter. Et puis l'attaque japonaise a commencé. 4 Kate ont attaqué le Yorktown qui a esquivé toutes leurs frappes. Les 14 autres ont attaqué le Lexington en tenaille. La patrouille aérienne de combat a abattu 4 appareils, perdant aussi 4 Dauntless, détruits par les zéros d'escorte. Puis 4 autres Kate ont été abattus par la défense contre avions de la flotte. Mais les bombardiers torpilleurs restants ont réussi à toucher le Lexington à 2 reprises, le premier coup étant critique, car il a fissuré les réservoirs de carburant d'aviation bâbord et des vapeurs ont commencé à se répandre sans être vues. Pendant ce temps, les VAL ont divisé leurs attaques. 19 se sont dirigés vers le Lexington et 14 vers le Yorktown. La patrouille de combat aérien a tout tenté, mais les zéros escortant les VAL ont efficacement empêché toute attaque contre les bombardiers visant le Lexington. Cependant, une paire de Wildcats a réussi à déstabiliser certains des assaillants du Yorktown. Le Lexington, déjà en difficulté, a donc subi le plus de dégâts. 2 impacts directs et plusieurs explosions proches se sont abattus, provoquant de nombreux incendies à bord. Le Yorktown a subi un impact direct et plusieurs tirs proches, l'obligeant à ralentir. Le Lexington avait déjà ralenti après la seconde torpille. Les Japonais ont perdu 2 de leurs bombardiers en piqué VAL en échange de ces dégâts. Alors que les avions japonais rentraient, la patrouille américaine dispersée les poursuivit. Un autre VAL. 3 Kates et un 0 furent ensuite perdus contre 3 Dauntless et 3 Wildcats. Sur le retour, les Japonais croisèrent des avions américains revenant de leurs attaques, et l'un des Kates de reconnaissance ainsi que le commandant des bombardiers en piqué VAL furent abattus lors de combats aériens de passage. Tandis que la force japonaise repartait en mer, le groupe aérien du Lexington arrivait au-dessus des porte-avions japonais. Mais la couverture nuageuse fit que seuls 4 des pilotes de Dauntless pouvaient réellement voir leur cible, 2 attaquant chaque porte-avions, ce qui entraîna un nouveau coup au but sur le Shikaku. Les Devastators eurent plus de chances pour trouver leur cible, mais aucune pour obtenir des touches. Les Wildcats protégèrent leurs protégés de la patrouille aérienne des zéros, perdant 3 des leurs. Les 2 camps récupérèrent leurs avions et comptèrent leurs pertes, tandis que d'autres appareils tombaient encore à la mer, certains perdus, d'autres détruits par les combats ou le manque de carburant. D'autres encore parvinrent jusqu'au porte-avions, mais s'écrasèrent à l'atterrissage, et d'autres réussirent à se poser correctement, mais furent ensuite jugés trop endommagés pour valoir la peine d'être réparés. De chaque côté, un porte-avions récupérait les restes de 2 groupes aériens. Le Zuikaku accueillait celui du Shokaku et le sien, tandis que de nombreux avions du Lexington atterrissaient sur le Yorktown. En milieu d'après-midi, Fletcher estima que, puisque les rapports signalaient qu'un seul porte-avions ennemi avait été endommagé, et ses propres groupes aériens n'étaient pas seulement réduits, mais avaient subi une dégradation significative de leur capacité de combat. Avec les patrouilles aériennes, les effectifs de Wildcat et ces 2 porte-avions endommagés, il valait sans doute mieux se replier pour l'instant. À bord des navires de Takagi, c'était presque l'inverse. Ces pilotes pensaient que les 2 navires américains étaient gravement touchés ou déjà coulés. Bien que le Shikaku ait dû se retirer à cause de ses avaries, le Zuikaku restait pleinement opérationnel. Mais le groupe aérien, c'était une autre histoire, même si les techniciens travaillaient à réparer les avions endommagés. Bien qu'ils puissent annoncer qu'une vingtaine de zéros en bon état mais réduits en nombre étaient prêts à intervenir immédiatement, il n'y avait en tout qu'une douzaine d'appareils d'attaque, dont les 2 tiers étaient des bombardiers en piqué immédiatement opérationnels. Mais sans menace de porte-avions ennemis, ce n'était pas une préoccupation immédiate. Sa priorité était le niveau de carburant, car les récents jours de course avaient vidé les réservoirs de ces navires d'escorte. Cependant, l'absence d'avions d'attaque opérationnels posait tout de même un problème. Les éclaireurs avaient compris que la formation de croiseurs était en fait un groupe d'action de surface et non un autre groupe de porte-avions. Et Takashi n'avait tout simplement pas assez d'avions pour s'en occuper efficacement. Plutôt que de risquer la force d'invasion dans une action de surface sans couverture aérienne significative, il fut décidé de la rappeler et de rediriger ses efforts vers les îles riches en phosphate de Nauru et Ocean Island, les cibles suivantes de la branche Tulagi de l'opération.
Mais à mesure que l'après-midi avançait, Fletcher était confronté à un dilemme majeur. Bien que les premiers incendies à bord du Lexington aient été maîtrisés, des étincelles égarées ont ensuite provoqué une explosion de carburant à l'essence peu avant 13 heures. Maintenant, juste avant 14h45, une autre explosion massive secoua le navire. Les deux explosions avaient provoqué de grands incendies, et malgré tous leurs efforts, une autre explosion juste avant 15h30 déclencha un nouvel incendie majeur. Et bientôt, l'équipage du Lexington conclut à contre-cœur qu'il n'avait plus les ressources nécessaires pour les contenir. Peu après 17 heures, l'ordre d'abandonner le navire fut donné et plus de 90% de l'équipage secouru. Environ la moitié du groupe aérien survivant avait atterri sur le Yorktown. Alors que le Lexington sombrait sans être totalement submergé, le destroyer Phelps tenta de l'achever avec 5 torpilles. Comme c'était le début de la campagne du Pacifique, au moins 2 n'ont pas explosé. Néanmoins, des dégâts ont été causés et le 20h. Plus tard dans la nuit, l'amiral Yamamoto a ordonné à la force d'invasion de faire demi-tour à nouveau et de retourner vers Port Moresby et à Takagi de finir les navires américains. Après avoir ravitaillé, les forces de Takagi ont cherché, mais n'ont pas réussi à localiser les forces de Fletcher, le Dix, alors que, à ce moment-là, les navires américains avaient quitté la mer de Corail, bien que l'Enterprise et le Hornet venaient tout juste d'arriver dans la région. Cependant, l'amiral Inoue a désobéi aux ordres de Yamamoto et n'a pas réellement ordonné à la force d'invasion de retourner à Port Moresby, ce qui a peut-être contribué à son renvoi du commandement plus tard dans l'année. Pendant ce temps, l'amiral Crass, à la tête du groupe de croiseurs, était laissé sans aucune information sur ce qui se passait réellement. Et donc, après quelques jours, le Dix, il a décidé, en l'absence de tout événement, que tout le monde devait déjà être rentré chez soi. Il a donc mis le cap sur l'Australie. 2 derniers actes allaient conclure la bataille. Le 11, un Catalina a repéré l'épave à la dérive, détrempée mais toujours, d'une manière ou d'une autre, à flot. Neosho et le destroyer USS Henley se sont dirigés pour secourir l'équipage restant et les quelques survivants du Sims qui étaient encore à bord avant d'achever le pétrolier mourant à coups de canon. Après avoir empêché une attaque japonaise sur Nauru grâce à l'Enterprise et au Hornet, les 2 porte-avions américains sont repartis précipitamment vers Pearl Harbor à la poursuite du Yorktown qui s'y dirigeait plus directement. Les 3 porte-avions étaient de rappeler, car bien que les Shikaku soient hors d'action pour un certain temps, pendant que l'un d'eux était réparé et que leurs groupes aériens respectifs étaient reconstitués, les 4 autres porte-avions de la flotte japonaise se préparaient à se diriger vers l'île de Midway, et les 3 Yorktown allaient bientôt combattre côte à côte au-dessus de cette petite île.